Nous sommes en 1521 en France, dans la ville de Poligny. Un homme de passage à Poligny est brusquement attaqué par une créature terrifiante, ressemblant à un loup. Il ne se laisse pas faire, combat l'animal comme il peut et réussit finalement à s'en débarrasser, ce dernier ayant fui entre-temps dans les bois. L'homme s'en sort indemne et c'est la créature qui est blessée à l'une de ses pattes. Peu après, se remettant à peine de ses émotions, le voyageur se rend compte qu'il y a une traînée de sang due à la blessure de l'animal, et malgré le danger, il décide de suivre sa trace. Celle-ci le conduit jusqu'à une maison. Lorsqu'il arrive là-bas, il pousse la porte. Mais sa surprise est grande, lorsqu'au lieu de trouver l'étrange animal qui l'avait attaqué, il voit un homme visiblement mal en point. L'homme n'est pas seul, il y a aussi une femme, certainement son épouse. Celle-ci est en train de lui soigner une blessure au bras. Très rapidement, le voyageur fait le lien entre la trace de sang qui l'a mené jusqu'à cette demeure et cet homme qui de plus a une blessure située au même endroit que celle du loup. Est-ce une coïncidence? Certainement pas, se dit le voyageur, persuadé que l'homme et le loup ne font qu'une personne. Horrifié, il s'empresse d'aller avertir les autorités. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il procède à son arrestation, puis l'interroge sous la torture, jusqu'à ce qu'il avoue tout. D'abord, il dévoile son identité. Il s'appelle Michel Verdun, puis il avoue également qu'il est un métamorphe, un homme capable de se transformer en animal. Il ajoute aussi qu'il n'est pas le seul métamorphe impliqué dans l'histoire, et qu'il y a un autre homme, Pierre Burgot, surnommé Pierre le Grand, parce qu'il était grand tout simplement. Pendant le procès, Pierre Burgot fit des aveux complets, et voici son histoire. Celle-ci se déroule 19 ans plus tôt, en 1502, dans la ville de Poligny. Il faisait nuit, et une énorme tempête s'abattait sur la ville. Burgot se rendit compte qu'à cause des orages, son troupeau de moutons s'était complètement dispersé. L'homme décida alors de partir à leur recherche et fit une rencontre très étrange. Il y avait là, face à lui, 3 hommes à cheval, tous habillés en noir. Les 3 cavaliers s'approchèrent doucement, et l'un d'eux s'adressa à lui d'une voix sombre et lui fit 3 promesses. La première est qu'il retrouverait ses moutons perdus, la seconde qu'il n'aurait plus de problème dans sa vie, et la troisième qu'il recevrait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais bien sûr, vous vous doutez bien que pour toutes ces promesses alléchantes, il y avait un prix à payer. Ce prix était qu'en échange, il devait promettre de servir cet homme et le considérer comme son unique maître. Et ce n'était pas fini, il fallait qu'en plus, il accepte de les revoir dans 4 ou 5 jours. Après quelques minutes de réflexion, Pierre Burgot décide malgré tout de dire oui à cette proposition. Après avoir retrouvé tous ses moutons, comme on le lui avait promis, il alla à cet étrange rendez-vous et se rendit compte qu'il avait affaire à des serviteurs du diable. Bien qu'il soit chrétien, ça ne l'a pas arrêté pour autant. Au contraire, il a embrassé la main gauche de l'homme et a déclaré que celle-ci était noire et glacée comme celle d'un cadavre. N'ayant plus de soucis d'argent et son troupeau étant protégé, Burgot a continué son pacte diabolique pendant un bon moment. Seulement 2 années après, ce dernier n'eut plus du tout envie de respecter ce pacte et revint peu à peu au christianisme, décidant de fréquenter à nouveau l'église. Mais voilà que les choses ne se passèrent pas comme prévu, car plus tard, il fit une rencontre qui allait changer la donne. Il croisa le chemin d'un homme, Michel Verdun, qui va malheureusement le détourner de cette nouvelle résolution et le convaincre de renouveler son pacte diabolique en échange d'argent. Une nuit, Verdun l'entraîne donc avec lui dans les bois pour participer à une étrange cérémonie. D'après ses dires, cette cérémonie d'initiation avait pour but de le transformer en loup. Il raconta ceci. Dans un bois près de Chastel-Charnon, nous en rencontrâmes beaucoup d'autres que je ne reconnus pas. Nous dansions et chacun avait à la main un cierge vert avec une flamme bleue. Toujours dans l'illusion que j'obtiendrais de l'argent, Michel m'ordonna avec la plus grande célérité de me déshabiller. Il m'enduisit d'une pommade et je me crus alors transformé en un loup. J'ai d'abord été quelque peu horrifié par mes 4 pattes de loup et par la fourrure dont j'étais recouvert d'un seul coup, mais j'ai découvert que je pouvais désormais voyager avec la vitesse du vent.
Cela n'aurait pas pu se produire sans l'aide de notre puissant maître, qui était présent lors de la cérémonie, bien que je ne l'ai aperçu que lorsque j'ai retrouvé ma forme humaine. Michel a fait la même chose que moi. Après que nous ayons été 1 ou 2 heures dans cet état de métamorphose, Michel nous a de nouveau enduits, et aussitôt nous avons repris nos formes humaines. Le baume nous a été donné par nos maîtres. À moi, il a été donné par Moïse, à Michel par son propre maître, Guillemin. Après l'initiation, les 2 hommes ayant le même pouvoir de métamorphose s'allièrent afin de commettre des choses horribles. Ces derniers sortaient donc sous la forme de loups-garous, parcourant la région à la recherche de proies jeunes et moins jeunes. Leur première proie fut un garçon de 7 ans. Heureusement, ils n'eurent pas le temps de finir leur sale besogne, car le garçon s'est mis à crier de toutes ses forces. Ces derniers, ayant eu peur d'être détectés, l'ont lâché et l'enfant a profité pour s'échapper de justesse, avec quelques morsures seulement. Bien sûr, ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils s'en sont pris à une femme, puis à l'homme qui tentait de lui venir en aide. Ensuite, ça a été au tour d'une petite fille de 4 ans. Ils lui ôtèrent la vie, puis la mangèrent. Tout ce qui restait de cette pauvre enfant, c'était un bras. Il faut croire qu'ils aimaient ça, se délecter de la chair fraîche de leur proie innocente. Ils attaquèrent aussi des ouvriers agricoles, puis sous sa forme humaine, Burgo s'en est pris à une enfant âgée de 9 ans. Celle-ci était dans son jardin. Malgré ses supplications pour qu'il lui laisse la vie sans aucune pitié, il la lui ôta. Les 2 hommes s'en prenaient aussi à des animaux, comme des chèvres, etc. Décidément, ces derniers étaient de véritables monstres. Et de plus, ils n'hésitaient pas, selon leur dire, à s'accoupler avec des louves. Ils affirmaient même préférer ça aux femmes. Burgo a déclaré que pour sa métamorphose, il devait être complètement nu, mais que Verdun n'avait pas besoin de retirer ses vêtements pour réussir à se transformer en loup. Il a dit aussi qu'il ne savait pas ce qui arrivait à sa fourrure de loup lorsqu'il reprenait sa forme humaine. Elle disparaissait, c'est tout. Les 2 hommes feront les mêmes déclarations. En décembre 1521, après avoir reconnu être des loups-garous et avoir commis toutes ces terribles choses, ils furent reconnus coupables de tous ces crimes et aussi de lycanthropie. La femme de Verdun fut également condamnée, même s'il n'y avait pas de preuves contre elle. Tous ont été exécutés et brûlés sur le bûcher. Nous sommes en 1598. Une jeune fille et son frère décident d'aller chercher des fraises des bois. Quelques instants plus tard, Benoît Bidel, le frère âgé de 15 ans, s'éloigne un peu de sa sœur et monte sur un arbre pour cueillir des fruits. Mais tandis qu'il se tient en haut de l'arbre, il aperçoit un animal ressemblant à un loup sortir brusquement des buissons. Puis voilà que l'étrange loup bondit sur sa sœur, l'attaquant brutalement. Le garçon, complètement effrayé et voyant sa sœur en danger, n'hésite pas une seconde à descendre de l'arbre où il est perché pour lui venir en aide. Il saute donc à terre, court vers sa sœur, un couteau à la main. Malheureusement, le loup réussit à le désarmer et le blesse grièvement. Sa jeune sœur ne survit pas. Benoît Bidel, lui, est encore vivant, mais dans un état grave. Il est emmené chez lui pour être soigné. À ce moment-là, Benoît fait une description détaillée de la bête qui a tué sa sœur, précisant que les pattes de celui-ci étaient semblables à des mains humaines, mais couvertes de poils. Quelque temps plus tard, finalement, il succombe à ses blessures. Lors de l'incident qui avait coûté la vie aux 2 jeunes adolescents, des habitants alertés par les cris de détresse avaient tenté de tuer le loup et donc réussi à blesser ce dernier, ce qui les a amenés à soupçonner une jeune fille de la région. Pour eux, c'était elle la coupable, car elle avait une blessure située au même endroit que l'animal. Cette jeune fille s'appelait Pernette Gandillon, et elle était connue pour avoir un comportement bizarre, ce qui a d'ailleurs fait enfler la rumeur sur son implication dans l'agression de Benoît Bidel et de sa sœur.
Ainsi celle-ci, comme un animal, courait souvent à quatre pattes à travers la campagne. Seulement, elle n'était pas seule à être bizarre. En fait, tous les membres de sa famille avaient eux aussi un comportement étrange, d'après les habitants de la région. Bientôt, les soupçons vont se porter sur toute la famille Gandillon. Pierre, le frère de la jeune fille, fut accusé d'être un loup-garou, sa sœur Antoinette de pratiquer la sorcellerie. Sous la torture, ils ont affirmé ceci. Pierre a dit qu'il avait rencontré le diable et que ce dernier lui avait donné un baume magique qui lui permettait de se transformer en loup-garou. Il allait ensuite, sous cette forme, s'attaquer à des animaux et des humains. Georges, son fils, a affirmé que lui aussi avait utilisé ce fameux baume pour se transformer en loup. Antoinette a dit qu'elle avait pactisé avec le diable et que celui-ci l'avait rendu visite sous la forme d'une chèvre noire. Ils ont tous avoué également que toute la famille s'était rendue à un sabbat noir pour adorer le diable. Accusé d'être un loup-garou et d'avoir tué le jeune Benoît et sa sœur, un chasseur de sorcières, Henri Boguet, organisa l'exécution de Pernette. Puis après avoir interrogé le reste de la famille, ceux-ci furent condamnés et brûlés sur le bûcher. Toute la famille avoua avoir pactisé avec le diable sous la torture, mais qui n'avouerait pas n'importe quoi sur la torture? On peut donc se demander s'ils étaient vraiment coupables ou victimes d'une rumeur parce qu'ils étaient différents ou un peu étranges. Aujourd'hui, on n'en est plus là, mais il y a très longtemps, au XVIe siècle, vous pouviez être accusé de sorcellerie ou d'être un loup-garou sans réelle preuve, tant les gens étaient superstitieux. Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu de vrais criminels qui se prenaient pour des loups-garous, ou qui l'étaient peut-être, mais beaucoup d'innocents ont été condamnés et brûlés sur le bûcher pour rien. Nous sommes à la fin des années 1500, dans une petite ville française appelée Châlons-en-Champagne. Depuis quelque temps dans la région, des enfants ont commencé à disparaître, comme par enchantement. Au début, les parents pensent que certains se sont peut-être enfuis de la maison, mais malgré de nombreuses recherches, aucun enfant n'est retrouvé, ce qui est de plus en plus étrange. Mais où sont-ils donc passés? Les familles désespérées ne savent plus quoi faire et craignent le pire. Au fil du temps et des disparitions, une rumeur assez effrayante commence à se répandre dans la région. Des témoins disent avoir aperçu un énorme animal dans la forêt. Ils le décrivent comme une créature moitié homme, moitié loup. Des battues sont donc menées pour retrouver cette bête qu'on soupçonne d'être à l'origine de la disparition des enfants, mais personne ne réussit à l'attraper. Aussi, bientôt une rumeur bien plus terrifiante commence à se propager dans la petite ville de Châlons. En effet, un certain atelier de couture de la région est visé, car depuis quelque temps, des hurlements à glacer le sang auraient été entendus là-bas. Cet atelier de couture appartient à un homme, un tailleur. Son nom, on ne s'en souvient plus, mais on le surnommera plus tard le loup-garou de Châlons. Apparemment, on avait trouvé le coupable, celui qui était responsable de toutes ces disparitions étranges. Et quel coupable, un véritable monstre. Loup-garou ou pas, peu importe sa vraie nature, ce qu'il a fait dépasse l'entendement. Apparemment, pour attirer des enfants à l'intérieur de sa boutique, il leur proposait des friandises. Et comme vous pouvez l'imaginer, certains se laissaient avoir et acceptaient de rentrer dans sa boutique. Une fois ces proies prises au piège, on peut tout à fait deviner ce qui se passait. Mais non, c'était bien pire encore. En effet, lors de la perquisition, des tonneaux d'ossements humains ont été retrouvés et on devine bien de quel ossement il s'agissait. Il paraît que les murs étaient couverts de sang, ceux de ces pauvres innocents bien sûr. L'homme, avant d'en finir avec eux, profitait intimement de ces jeunes proies, puis leur ôtait la vie en leur coupant la gorge et, comble de l'horreur, comme de la viande, il les coupait en morceaux pour les manger plus tard. Il les stockait dans les fûts de la cave du magasin, puisqu'il savait que personne n'y entrerait à part lui. Il paraît que le fameux loup-garou que les gens avaient aperçu, c'était lui,
La légende dit qu'il se rendait dans la forêt, puis se transformait en loup-garou, chassant ses proies à travers les bois sombres. Nous sommes le 14 décembre 1598. L'homme est traduit en justice. Il est reconnu coupable de meurtre. Il sera brûlé sur le bûcher le lendemain de son procès. Lors de l'exécution, énormément de gens étaient là. On dit que les personnes qui étaient présentes ont affirmé que contrairement à d'autres condamnés qui s'étaient repentis avant que les flammes ne les consument, le loup-garou de Châlons, comme on l'appelait, lui ne s'est jamais repenti. Bien au contraire, sans aucun regret, malgré tous les actes odieux qu'il avait commis, a maudit et blasphémé jusqu'à ce que mort s'ensuive.